Bonjour à tous, bienvenue pour cette quatrième interview. Donc, aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Adrien Pinto. Adrien Pinto qui est le CTO de Citron. Moi, je ne serai pas le meilleur pour présenter Citron. Donc, ce que je te propose, Adrien, c'est de te présenter et de présenter Citron. Ça marche? Ça marche. Salut Anto. Du coup, moi je suis CTO chez Citron. Donc chez Citron, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on aide nos clients à accélérer leur transition énergétique. C'est-à-dire que nos clients, ça va être des entreprises et eux, ils vont vouloir réduire leur consommation énergétique. Et donc en fait, on a une plateforme qui leur permet de faire ça. Et en plus, en fait, on a un pôle conseil qui va justement préconiser des solutions pour réduire efficacement leurs factures. Ok, cool. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené, toi, en tant que quelqu'un qui est expérimenté, à travailler dans Green IT, tout simplement, quoi. Alors effectivement, moi en fait, alors je suis issu d'une formation du coup école d'ingé et après j'ai toujours bossé dans ce secteur-là pour le coup car j'étais chez Green Alternative qui est devenu ensuite Citron par la suite et du coup c'est un secteur en fait qui m'a toujours plu dans le sens où j'ai toujours cherché en fait à donner du sens un peu en termes de projet dans, dans ma vie professionnelle et du coup le secteur de l'énergie c'était un secteur qui était pour moi un choix naturel, on va dire. D'accord, ok. Du coup, ça fait combien de temps que tu bosses dans ce secteur? Du coup, ça va faire 2 ans et demi plus 4 ans, ça va faire 6 ans et demi à peu près. Et après, moi j'ai quand même j'ai bossé aussi dans les SIRH, j'ai fait un peu du e-commerce aussi. J'ai bossé de freelance à travers plusieurs missions. J'ai aussi bossé sur des supply chain, des choses comme ça. Mais c'est vrai que parmi tous ces secteurs-là, c'est quelque part en fait, je me sens plus utile en me disant en fait ce que je fournis en termes de travail, ça permet d'aider aussi la planète, quoi. Donc c'est vraiment ça l'élément moteur aujourd'hui qui me motive à bosser dans ce secteur. Effectivement, ça permet de mieux se lever le matin. Et, du coup, toi, t'es passé, donc t'as commencé en tant que simple développeur chez Citron pour devenir CTO. C'est-à-dire que tu connais le produit quasiment de A à Z. Ouais, alors pour l'histoire complète, à l'époque, donc c'était sorti d'école, donc j'étais diplômé en 2013. Du coup, j'étais le premier stagiaire de Green Alternative. Donc Green Alternative, au début, nous on faisait beaucoup plus c'était plus un métier d'audit, c'est-à-dire que du coup, en tant qu'ingénieur R&D, en fait, j'ai développé un outil qui s'appelle le Green Analyzer et qui permet en fait d'instrumenter les bâtiments pour récupérer des données d'énergie. C'est-à-dire que vraiment, très simplement, on va installer des boîtiers pendant 2 semaines sur un site et ensuite on va récupérer. Alors, je vais juste mettre pause sur mes notifs, sinon ça va pas arrêter de sonner. Hop, voilà. Du coup, on va installer des boîtiers du coup dans les bâtiments et ensuite on va récupérer ces boîtiers-là et le Green Analyzer est chargé de prendre ces données et ensuite de les afficher pour que du coup un conseiller en énergie soit capable du coup de préconiser des axes d'amélioration. Donc ça, c'était en fait le cœur de métier chez Green Alternative. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Donc en tant que j'étais ingénieur R&D, j'étais principalement équipe de 3 max, on va dire, au moment où j'avais 2 stagiaires. Et ensuite, moi de mon côté, j'ai fait pas mal de freelance et j'ai essayé de lancer un truc qui n'a pas marché. Et ensuite, du coup, j'ai revu un des fondateurs, donc Maxime, suite à un dîner, qui m'a un peu expliqué comment avait évolué l'entreprise. Et du coup, au Citron aujourd'hui, en fait, on n'est plus du tout dans l'audit des bâtiments. En fait, on est vraiment dans on a une solution vraiment d'énergie management en fait pour les entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise avec Citron est capable de visualiser toutes ses consommations quotidiennement et mensuellement. En fait. Ok, d'accord. Des fournisseurs. Voilà. Ah, super, super intéressant. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes combien aujourd'hui chez Citron? Alors aujourd'hui, on est 131, je crois exactement. Ok. On est 131. Sur l'équipe tech, on est 31, 33 à la fin de l'année, du coup. Voilà, donc on a quasiment, on a plus que doublé les effectifs là, côté tech. L'enjeu, c'est aussi d'avoir, en fait, nous sur le produit aujourd'hui, on essaye vraiment de se différencier par rapport à nos concurrents, notamment sur les KPI qu'on présente à nos clients. C'est-à-dire que nos clients vont utiliser
Citron donc, pour visualiser leur consommation. Sauf que contrairement à beaucoup d'outils sur le marché où en fait on va avoir une donnée qui n'est pas interprétable directement, c'est-à-dire qu'une température, par exemple, si tu dis ta température moyenne sur toute l'année c'est 24 degrés, je grossis bien sûr, mais en fait cette donnée-là tu peux pas en faire quelque chose. Donc nous on essaye vraiment de agréger les données de façon à donner des leviers pour nos clients, et c'est ce qui en fait leur permet de mesurer en fait les actions qu'ils mettent en place et savoir s'ils sont bons ou mauvais en fait. Là où beaucoup de personnes aujourd'hui dans le secteur se retrouvent avec beaucoup de KPI, mais en fait ils savent pas comment les actionner, quoi. Et donc nous on offre cette partie-là donc sur l'outil, donc visualiser les consommations, et après en fait on a le pôle conseil du coup qui va justement donner leur expertise, et donc nous on a vraiment cette vocation-là à faire monter les deux en même temps pour que en fait notre outil soit utilisé par nos energy managers et par nos clients aussi. Ok. Super intéressant. Et justement, avec tous ces outils-là que vous mettez en place, avec le pôle technique et le pôle conseil, toi aujourd'hui, comment est-ce que tu définirais le green coding? Alors pour moi le green coding en fait c'est vraiment d'amener la dimension un peu éco-responsable dans le milieu de l'informatique et du développement. C'est-à-dire que pour moi le green coding c'est des choses qui sont un peu qui se recoupent vachement avec les bonnes pratiques de dev sans penser en fait éco-responsable. Donc pour moi le green coding ça va être d'optimiser ses ressources, c'est-à-dire que en fait de faire le minimum d'instructions en fait pour avoir un résultat. Donc en gros utiliser moins de CPU et de consommer moins. Ça va être minimiser du coup tout ce qui est transfert de données aussi. Ça va être capable aussi de choisir en fonction des technos qu'on utilise, des technologies qui sont plus ou moins, qui ont peut-être un plus ou moins fort impact carbone. Par exemple, il y a des langages en fait qui n'ont pas du tout la même empreinte carbone que d'autres. Donc, en fonction de ce qu'on a besoin de faire, c'est adapter les technos en fonction du besoin. Et aussi, c'est la partie monitoring, je dirais, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que toutes les entreprises aujourd'hui ont une code base, ont des microservices, ont des services qui tournent, et en fait ils sont incapables d'avoir leur vraie empreinte carbone, et du coup il manque des outils de mesure. C'est-à-dire que pour moi le green coding il fonctionne si on est capable de voir l'amélioration qu'on a produit en fait sur l'empreinte carbone notamment, et du coup sur la consommation d'énergie. D'accord, ok. Et aujourd'hui, c'est quoi pour toi les avantages, les plus gros avantages plutôt, je dirais, que tu vois dans l'utilisation du green coding dans le développement de logiciels? Alors pour moi c'est pas un avantage. Pour moi ça doit être un peu un espèce de mindset parce que comme je te disais en fait ça se recoupe avec des bonnes pratiques. Par exemple, dans tous les développements, on essaye d'appliquer le principe KISS, du coup, keep it simple and stupid. Et a fortiori, en fait, on se retrouve en fait avec du code qui est qui est simple en fait. C'est-à-dire qu'on va pas monter une usine à gaz pour un besoin. Et du coup, dans ce principe-là, là-dessus, par exemple, pour moi, c'est quelque chose qui va être. C'est pour ça que pour moi, c'est naturellement tout développeur en fait. Pour moi, doit avoir à l'esprit de. En fait, c'est pas parce que j'ai 15 000 ressources qu'il faut que j'utilise ces 15 000 ressources en fait. Il faut quand même l'optimiser. Après, effectivement, en termes de timing, parfois, il faut être capable de dire « Ok, je vais utiliser 15 000, mais je sais que j'utilise trop, et du coup, après, on réduit. » Donc, en toute transparence, nous, chez Citron, c'est quelque chose, en gros, qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, on a des idées, notamment pour l'année prochaine. Je reviendrai peut-être après dessus. Mais en fait, c'est quelque chose où aujourd'hui, on pense tous les développements, que ça soit vraiment, on part du produit jusqu'à la réalisation, on essaye quand même de réfléchir les choses de manière simple. Mais c'est vrai que de prime abord, aujourd'hui, on n'est pas capable, ce que je te disais tout à l'heure sur notamment mesurer, aujourd'hui, on n'est pas capable de mesurer l'impact carbone qu'on a sur le développement encore. Mais par contre, c'est des choses qu'on a envie de mettre en place parce que ça permet aussi de justement s'améliorer là-dessus, quoi. Ok. Et justement, là, on va plus s'intéresser aux produits de Citron. Tu en as parlé un peu rapidement. Je pense qu'on peut un peu plus rentrer dans le détail. Aujourd'hui, comment Citron permet à ses utilisateurs de mesurer leur impact environnemental?
Alors, nous, du coup, on est vraiment la plateforme Citron, donc elle permet vraiment d'avoir les consommations à l'échelle, c'est vraiment à l'échelle du bâtiment. C'est-à-dire que, par exemple, on va être capable de savoir combien consomme, par exemple, les prises de courant, l'éclairage, climatisation. S'il y a des data centers, on est capable aussi de savoir combien mesure l'ensemble du data center. Donc, ça va être vraiment ces postes de consommation-là. Et nous, sur la partie vraiment, on va dire, développement informatique, aujourd'hui, on n'a pas d'outils pour dire, par exemple, votre projet, vous avez mis en place un projet informatique qui a duré 3 mois, avec tant de développeurs, avec tant de ressources, et du coup, vous avez dépensé tant sur ce projet-là. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment à l'échelle du fonctionnement du bâtiment. Voilà, donc par rapport à l'outil. D'accord, ok. Et justement, comment les développeurs, par exemple des équipes de Citron, ou même pour les développeurs de notre audience, d'ailleurs j'insiste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Adrien ou à moi pour qu'on puisse vous répondre. Comment est-ce que vous aujourd'hui, comment est-ce que tu penses, Adrien, les développeurs de logiciels peuvent intégrer des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans leur quotidien? Alors, nous, par exemple, moi, je vais prendre, pour le coup, je vais prendre un peu notre exemple. Nous, c'est vraiment sur la partie déjà conception. On a toujours gardé. Alors, il y a la notion de MVP, donc Minimum Viable Product, qui est principalement, qui a été très démocratisé, notamment pour les startups, mais plus dans le côté fail fast. En fait, nous, on utilise toujours cette approche MVP, toujours dans l'objectif, forcément, si on fail fast, c'est mieux parce qu'on dépense moins de ressources dessus. Mais pour moi, la philosophie MVP, elle a un peu ce côté-là où, en fait, tu vas vraiment faire ce dont tu as besoin. C'est-à-dire que nous, quand on fait un projet, une fonctionnalité, en fait, on va la réfléchir vraiment en qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin en termes d'évolution par la suite et qu'est-ce qu'on ne fait pas, en fait. Et du coup, le fait d'avoir ça, en fait, ça définit déjà au niveau des spécifications produits. En fait, on a, on va avoir que ce dont on a besoin. Là où souvent, parfois, quand les spécifications ne sont pas faites de cette façon-là, on se retrouve souvent à construire des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées ou avec des fonctionnalités qui sont trop avancées et on n'utilise que 30% de la fonctionnalité qui a été développée. Donc pour moi, l'approche déjà MVP, c'est quelque chose pour moi qui permet justement de réduire en fait les ressources du coup nécessaires. Autre chose, ça va être aussi les développements donc évolutifs qui rentrent un peu dans ce sens-là. C'est donc dans le cadre du MVP, on va dire qu'est-ce qu'on va faire du coup sur une V1 et qu'est-ce qu'on mettra sur la V2, V3, V4. Et du coup, ça permet en fait d'avoir en amont, quand on va concevoir le développement, quand on va développer, en ayant ça en tête, en fait, ça nous permet de, quand on va arriver sur la V2 ou la V3, en fait, on déconstruit pas ce qu'on a déjà fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est pour moi du gaspillage. C'est quand on développe quelque chose qu'on jette complètement à la poubelle par la suite. En fait, c'est du temps de développement, c'est des CI qui ont tourné. Sur la partie développement, en fait, on a perdu, en fait, on a consommé, enfin, pas pour rien, parce qu'il y a eu un besoin à un moment donné, mais c'est justement de trouver l'équilibre. En fait, quand on sort une fonctionnalité, capable en fait qu'elle soit évolutive, et en fait, c'est du code, pas qu'on va garder pendant 10 ans, puisque à partir du moment où on écrit du code, on n'écrit pas date de demain. C'est une phrase que j'adore, mais qui est vraie partout, pas que dans le milieu du développement. Mais faut être capable, en gros, de trouver le bon dosage où, en fait, ce code-là, il est assez robuste pour tenir 2-3 ans, par exemple. Voilà. Donc, c'est là-dessus. Et après, comme je disais aussi, un des principes qu'on utilise au quotidien chez nous, c'est keep it simple and stupid. Vraiment, on se pose à chaque fois on remet vraiment en question. Là, justement, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. C'est des reviews de conception, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de reviews de code. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, dans le flow actuel, il n'y a aucun code qui passe du coup sur la stage ni sur la prod sans avoir été review par un pair. Et en fait, nous, niveau conception, là, l'idée, ça serait d'avoir des reviews de conception où, en fait, on prend le problème, on essaye d'y répondre d'une certaine façon, et en fait, cette solution-là, en fait, elle est challengée par la suite. Pourquoi est-ce qu'en fait, il y a 3 échanges entre le serveur et le truc? Est-ce qu'on ne peut pas simplifier ça? Est-ce qu'en fait, on split le truc en 2 microservices? Parce que du coup, voilà. Et là-dessus, c'est quelque chose, je pense, qui nous permettra aussi de réduire notre empreinte carbone. En pensant les choses beaucoup plus simplement, là où du coup il n'y a pas forcément de prise de recul forcément quand on est biaisé sur la conception dès le départ. Ok.
Et du coup, ça embraye moi sur une autre question, justement sur les bonnes pratiques. Donc là, on parle vraiment de KISS, de toutes ces choses-là. Moi, j'aimerais aborder un autre sujet. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup du cloud, du serverless, justement pour réduire justement cet impact carbone. Euh, Toi, c'est quoi un peu ton avis? C'est quoi l'avis de Citron sur l'utilisation du cloud dans le développement, dans votre dev en fait? Alors nous, c'est vrai que sur le principe du serverless, en fait, effectivement, tu consommes que ce que tu utilises. Nous, on a pas mal de choses en serverless quand même, mais aujourd'hui, on est principalement sur Kubernetes. Donc ça nous offre un peu plus de flexibilité aussi. Et quelque part, voilà, nous aujourd'hui, toute l'infrastructure de chez Citron et chez AWS. AWS, sur leur hardware, ils font déjà beaucoup d'efforts, notamment dans le sens en fait de la performance énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que la puce AWS Graviton en ARM, je crois que c'est le processeur qui consomme le moins par rapport à Intel et AMD, je crois qu'ils sont à moins 30%, quelque chose comme ça. Donc déjà, en fait, le fait d'utiliser on utilise principalement des services managés par AWS et on sait que eux derrière, ils ont leur roadmap en termes d'efficacité énergétique qui est assez carré et ils font les efforts dessus. Du coup, moi personnellement, je suis convaincu que le serverless, c'est ce qu'il faut tendre vers ça, parce qu'en gros, on n'utilise que ce dont on a besoin. Après, nous, sur Kubernetes, ce qu'on fait, c'est qu'on a de l'autoscaling, c'est-à-dire qu'en fonction de la charge, en fait, on va allouer plus ou moins de ressources. Donc, ça reste quand même relativement, on va dire, éco-responsable dans ce qu'on fait. Ok. Ça me fait penser à un truc d'ailleurs aussi, c'est voilà, nous on a aussi, comme beaucoup de boîtes, en fait, nous aujourd'hui on a 3 environnements. On a un environnement de dev, un environnement de stage et un environnement de prod. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, un peu comme quand on s'en va des locaux, en fait, t'éteins la lumière en partant. Nous, on fait pareil aussi sur les environnements du coup de stage et dev, sauf si jamais on a des choses à tester, notamment pendant la nuit où on fait des tests particuliers. Mais l'idée, c'est voilà, le week-end et le soir, en fait, l'infrastructure, du coup, on la shut down complètement, quoi. Ok, d'accord. Et ben là, on a notre première question, Adrien, c'est Samy Wanouche qui nous la pose. Alors, la question de Samy, c'est comment s'assurer qu'un code va être durable dans le temps et potentiellement évolutif? Alors l'assurance, en fait, on ne le sait jamais parce que ça dépend effectivement du besoin, je pense. C'est-à-dire que parfois, on va développer un code pour un besoin précis, ponctuel, avec une vision de l'évolution. Sauf que parfois, ce qui va se passer, c'est que en termes d'évolution, le marché va évoluer différemment, ou l'utilisateur, en fait, on va se rendre compte que par la suite, il va pas l'utiliser de cette façon-là. Et du coup, à ce moment-là, faut être capable d'accepter de juste le besoin a vraiment changé et ça vaut pas le coup de construire dessus parce que du coup, la conséquence de ça, c'est au niveau du coût de maintenance. Et qui dit coût de maintenance dit pipeline de CI qui tourne, dit des développeurs qui vont développer, qui vont tourner des tests dessus, etc. Donc moi, je dirais en fait, pour que le code soit durable, il faut le rendre juste modulaire, c'est-à-dire être capable d'enlever les briques. C'est-à-dire que, et pour moi, ça passe notamment par la conception au début. C'est en fait plus le développement d'une fonctionnalité va être modulaire et plus en fait on va être capable de enlever des briques ou d'en rajouter d'autres. En fait, donc c'est plus dans la modularité en fait de la conception où je pense qu'un code va être plus ou moins durable. Ok, ça marche. On a une seconde question qui vient de pop. Merci, Johan. Donc, la question, ça vient de la part de Johan Le Sueur. Alors, sans KPI, comment peut-on mesurer l'impact d'un langage? Python, par exemple, est un mauvais élève sur papier, mais chaque langage a un but spécifique et performe dans un domaine. Très bonne question pour le coup, Johan. Moi, je dirais que c'est dur à définir, mais en fait, c'est utiliser les bons langages pour les bonnes choses. Effectivement, quand tu prends l'exemple de Python, il y a comment dire, Python est très bon du coup pour notamment, nous par exemple côté data engineering, on utilise pas mal Python pour les transformations de données, des choses comme ça. Et après, en fonction des algos et des problèmes que tu vas résoudre, pour moi, c'est de prendre le bon langage pour le bon problème. Après, il y a quelque chose à prendre en compte aussi, c'est que nous, par exemple, chez Citron, notre stack principal d'un point de vue applicatif, c'est Node.js. Donc aujourd'hui, on a solutionné beaucoup de problèmes avec Node.js et on sait on pourrait passer des algos Node sur, par exemple, du Java ou notamment du Python qui serait beaucoup plus performant.
Après, aujourd'hui, voilà, on a quelque chose qui fonctionne et c'est de trouver l'équilibre en fait, de ce changement-là. En fait, tu ne peux pas tout changer d'un coup, mais c'est déjà de cartographier tout ça. Nous, l'effort qu'on a, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse l'année prochaine avec les équipes, là, c'est qu'on arrive à cartographier un peu justement, bah, parmi tous nos services, en fait, lesquels ont lieu d'être dans tel ou tel langage. C'est-à-dire, en gros, juste cartographier ça. Donc déjà, voir se dire, en gros, est-ce qu'on a une grosse montagne ou est-ce qu'on a une petite montagne? Et notamment, là, je pense à nous, aujourd'hui, chez Citron, on a notamment on a une partie qui s'occupe en fait d'aller extraire les données des factures énergétiques de nos clients. Donc en fait, on va récupérer des PDF, on va extraire toutes ces données-là, et ensuite en fait, on va récupérer les données de consommation, les données de facturation, ces choses-là. Et ça, par exemple, aujourd'hui, ça a été fait. Il y a une partie qui est faite en Java qui gère notamment la partie regex parce que du coup, c'est beaucoup plus performant. Et on a une partie sur Node.js qui devrait, à mon avis, passer sur un autre langage. Mais aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore audité ça. Mais pour moi, pour répondre clairement à ta question, et je dirais que c'est vraiment cartographier en fait les services et en fonction de ça, de dire ok, ce langage n'est pas adapté et quel langage on pourrait utiliser pour ce service-là. Ok. On a une autre question qui vient de pop, Adrien. C'est de la part de Chris Clotilde. Est-ce qu'il existe des outils de monitoring de l'énergie utilisés par rapport à une appli? Il me semble qu'il existe des choses. Je sais qu'il y a notamment les. Alors, c'est pas exactement pareil, parce que j'avais parlé du Green Label, mais en fait, c'est des sites en fait, qui, en fonction de là où tu es hébergé, vont te dire si tu es green ou pas. Donc, ça n'a strictement rien à voir. J'avoue que sur cette partie-là, nous, on n'en utilise pas encore. J'imagine que ça doit exister parce qu'aujourd'hui, c'est une problématique en fait qui est. Comment dire qui est un problème en fait pour beaucoup de boîtes aujourd'hui, donc je pense que ça doit exister, mais honnêtement voilà, nous on ne s'est pas encore penché sur la question et moi personnellement je saurais pas dire s'il y a des applis qui permettent vraiment de mesurer. Nous ce qu'on fait principalement, on utilise Lighthouse par exemple pour la partie front parce qu'en gros ça permet d'avoir un indice de performance et effectivement tu vas quand même déjà réduire ton impact environnemental en réduisant tes photos, en regardant qu'est-ce qui est caché, pas caché, des choses comme ça, mais ça reste de la performance, pas au sens éco-responsable. Ok. Moi, Chris, je pourrais peut-être te rajouter plus. Du coup, nous, Gomain, on est membre de EcoCode. EcoCode, en fait, c'est un Inter Sonar Cube que tu installes sur ton application et qui permet de voir ton code lequel pollue. Donc, voir déjà voir la qualité de code, c'est plutôt sympa. À essayer, je te recommande. On fait partie du collectif. Donc, si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me contacter en privé. Comme ça, on pourra t'y répondre. Johan Le Sueur repose une question. Du coup, une architecture en microservices pour utiliser plusieurs langages de façon totalement indépendante peut être une bonne solution? Alors, après, oui et non. En fait, l'architecture microservices, elle implique aussi d'avoir beaucoup d'échanges entre les microservices. Et du coup, ce que ça crée, en fait, c'est que on va avoir des services de communication entre les microservices. Et du coup, ça a aussi un coût de consommation. Par contre, l'avantage, c'est qu'au niveau normalement des pipelines de CI, tu t'y retrouves parce que tu es censé pouvoir tester les microservices de manière plus isolée. Et donc, en fait, tu peux. En fait, l'impact global, il est. En fait, l'architecture ne changera pas. C'est-à-dire que pour moi, nous, le choix qu'on fait, par exemple, c'est on dit, OK, on ne fait pas un microservice pour faire un microservice. On va faire plutôt, on va réfléchir. OK, nous, on a une fonctionnalité à faire. Cette fonctionnalité-là, elle va impliquer plusieurs domaines, on va dire, chez Citron. Et par rapport à ce domaine-là, en fait, on regroupe tout par domaine. Et ensuite, on se dit, OK, est-ce que ce microservice est trop gros? Est-ce qu'on doit le splitter ou non, en fait? Et c'est une question de plus de maintenance qu'autre chose. Mais l'architecture de microservice, en fait, c'est pas une solution en fait, si tu résous, en gros, si tu fais un monolithe et que tu fais un système de microservices équivalent, je dirais que le monolithe consomme quand même moins, en fait, quoi qu'il arrive. Mais par contre, ça a des coûts de maintenance qui font que quelque part, tu t'y retrouves peut-être pas. Donc c'est dur, en fait, c'est pour ça que moi, l'année prochaine, le premier step vraiment qu'on aimerait faire, c'est vraiment de pouvoir mesurer qu'est-ce qui est consommé. Parce que du coup, à partir de là, on est capable de faire le test de, par exemple, OK, ces deux microservices-là, on les regroupe ensemble. Et en fait, tu es capable de vraiment savoir si tu as l'impact que ça a eu en fait en termes
en termes d'efficacité énergétique, quoi. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, merci Adrien d'avoir répondu à ces questions. Donc j'insiste, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pendant que moi je pose des questions pour qu'on puisse y répondre. Du coup, moi j'embraye sur une de mes questions aussi qui était tout aussi importante pour moi que l'utilisation du cloud. Est-ce que pour toi aujourd'hui, le cloud, ça signifie la fin des data centers pour toi? Alors, la fin, non, parce qu'il y aura toujours des entreprises qui garderont leur propre data center. Par contre, le truc qui est sûr, c'est que pour moi, que ce soit AWS, Google Cloud ou Azure, eux, ils vont être, avec la législation qui est mise en place en fait à l'échelle européenne et mondiale, en fait, ils vont être obligés d'aller dans ce sens-là. Et donc, pour moi, l'avantage qu'il y a sur le cloud, c'est qu'en termes d'investissement, si eux ne le font pas, en fait, les autres le feront moins bien. En fait, c'est plus ça, un peu. Moi, c'est ça que j'ai un peu en tête, c'est en utilisant aussi AWS au-delà des services qu'ils proposent et qui facilitent pas mal les développements. Si je me dis, en fait, quelque part, là, à la AWS Summit, ils ont annoncé quand même en 2025 pouvoir fournir quasiment des data centers à quasiment zéro d'empreinte carbone, quoi. Donc, bon, c'est sur le papier, voilà. Mais en tout cas, s'il y a bien eux qui vont, les acteurs aujourd'hui qui vont le faire, qui vont répondre au mieux à ce besoin-là, je pense que ça va être les trois GAFA, quoi. Yes. Et du coup, là, on a beaucoup parlé un peu des pratiques que vous mettez en place avec les autres membres de l'équipe pour intégrer des pratiques plus respectueuses dans le projet logiciel. Si on devait en retenir 3 aujourd'hui qui te semblent importantes et à donner à notre audience, tu dirais quoi? Alors, il y a plusieurs, je dirais. Ça dépend si c'est sur de la conception ou du dev pur. Mais du coup, si je reprends d'un point, je vais faire les deux. Genre, d'un point de vue conception, pour moi, les plus importants, c'est le dimensionnement des ressources, c'est-à-dire de vraiment utiliser ce dont on a besoin. Pourquoi c'est important? Parce que en fait, alors non, je reviendrai dessus après. Mais en gros, les trois principes, c'est le dimensionnement des ressources, le KISS, donc Keep It Simple and Stupid, et je dirais le downscale de produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, ce qui se passe sur les code base, c'est qu'en fait, on développe plein de fonctionnalités, mais en fait, c'est pas parce qu'on a rajouté des fonctionnalités qu'elles ont toujours lieu d'être. C'est-à-dire que parfois, on va sortir des fonctionnalités qui ne sont pas forcément utilisées par beaucoup d'utilisateurs. Et donc, c'est pour ça que la partie monitoring, notamment data-driven, c'est important. C'est d'être capable en fait, de dire, OK, cette fonctionnalité, en fait, elle est utilisée peut-être par 1% des utilisateurs. Et du coup, qu'on soit capable en fait, de réduire les fonctionnalités, ça permet aussi de réduire son empreinte carbone parce que du coup, c'est une fonctionnalité qu'on ne maintient pas. C'est une fonctionnalité qui, du coup, n'est pas forcément utilisée. Et on a quand même des tests qui vont tourner dessus tous les jours. On a quand même des choses comme ça. Donc, je dirais que c'est les 3 principes au niveau conception. Après, sur la partie purement dev, je dirais don't repeat yourself. Et ça, du coup, c'est aussi structurellement au niveau du code, c'est d'être capable de rester modulaire et de se dire, OK, bah, là, je fais un copier-coller. Donc, ça veut dire que dans mon code, si on parle, par exemple, surtout sur les langages qui sont transpilés, ça veut dire que ce bout de code-là, en fait, il va être écrit 2 fois à un moment donné. Donc, le bundle, il va augmenter. Donc, ça veut dire que quand on va aller télécharger ce fichier-là, bah, ça va être plus gros, etc. Et donc, le don't repeat yourself, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête tout le temps. Et sinon, tips un peu plus, on va dire... plus au niveau du code en général, c'est par exemple ce que moi je vais appeler le fail fast coding, c'est que par exemple quand on rentre dans une fonction, en fait c'est de return directement le plus rapidement possible dès qu'il y a une erreur. Donc en gros c'est on peut faire des try catch, ça marche bien, il faut le faire, mais par contre il y a des souvent si je prends un exemple du back, c'est qu'en fait on va gérer les erreurs en premier et du coup ça veut dire qu'on return, à partir du moment où on met un return, en fait tout le code du dessous sera jamais exécuté au runtime et du coup ça permet de forcément réduire son empreinte carbone. Voilà. Ok, nice. Bah, écoute, merci pour ces tips. Et du coup aussi, toujours question de sélection de techno et outils de développement. Est-ce que tu as 3 tips à donner pour comment bien choisir en fait ces technos et les outils pour développer, pour avoir un impact environnemental beaucoup plus faible? Oui, oui. Moi je dirais, alors indépendamment du langage, c'est notamment les linters. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde utilise les linters, que ce soit
Bon, alors, sur des langages comme Java, etc., qui sont fortement typés, il n'y a pas besoin de linter, c'est inclus dans le langage. Mais ce que je veux dire, nous, par exemple, on utilise pas mal Node.js et TypeScript, et on a vraiment cet effort-là, du coup, au niveau du linting. Aujourd'hui, on peut quand même mettre des règles assez complexes dessus, donc notamment en termes de complexité. Nous, on essaye pour garder une code base plutôt clean. En gros, on ne va pas avoir des fichiers qui dépassent, par exemple, 120 lignes. On va avoir... toutes ces règles-là font que le code est beaucoup plus, est forcément plus lisible. Et il y a certaines règles qui permettent aussi, du coup, de réduire la complexité, notamment en fait des fonctions. Et du coup, par conséquent, c'est-à-dire qu'au runtime, en fait, on va avoir des algorithmes qui tournent qui sont beaucoup plus efficients en termes d'énergie. Ok, d'accord. Ah bah là, on a la question d'un GoMinder. Salut Cédric. Est-ce que l'utilisation de Lib Framework a une influence sur l'impact environnemental? Oui, clairement. Et ça, c'est un peu c'est un peu dans le dev. On ajoute, souvent en fait quand on a un problème, on va checker forcément s'il y a des librairies qui existent pour résoudre notre problème, puisqu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Et en fait, les codebases ont souvent tendance à, j'ai un problème, je rajoute cette librairie, je rajoute cette librairie. Mais en fait, souvent, on va utiliser des librairies un peu pour un petit problème à chaque fois. Mais du coup, l'impact que ça a, c'est que si nous, moi je prends l'exemple de chez nous, on est 31 développeurs. Un développeur, on va dire qu'il va faire un yarn install peut-être aller aller 3 fois par jour, on va dire, en fonction du... Et en fait, une librairie en fait, qu'on installe à un moment donné sur un repo qui est plus utilisé, par exemple, elle a un impact en fait à l'échelle des développeurs au niveau des pipelines de CI et aussi au niveau du runtime où en fait le bundle du coup ça l'alourdit. Donc effectivement, moi je pense que l'utilisation des librairies, il faut les choisir avec parcimonie, être capable de se dire ok, on rajoute cette librairie là, c'est quoi, est-ce que j'en ai vraiment besoin, au-delà de ça, c'est aussi la taille des libs. Aujourd'hui, souvent quand on regarde les frameworks, on a des lightweight frameworks. Alors ça pour moi c'est un peu c'est un peu controversé dans le sens où nous, par exemple, côté front, on va utiliser Angular, qui est quand même un framework qui est assez lourd. Mais par contre, on a des optimisations. En fait, le framework est tellement complet qu'on arrive à avoir des optimisations, notamment sur l'utilisation. C'est-à-dire que lui, à la transpilation, donc via Webpack, etc., en fait, ce qu'il va faire, c'est que, par exemple, du code qui est injecté à plusieurs endroits, il va quand même pouvoir le mutualiser. Je dis pas, il le fait pas... ça reste quand même un transpilateur, donc c'est bête et méchant, mais il y a des best practices à utiliser du coup via Angular qui nous permettent du coup d'optimiser le bundle en fait. C'est surtout ça. Et notamment les frameworks comme Angular, même s'ils sont très lourds, ils nous permettent de mettre en place des budgets. Donc en gros sur des budgets en termes de taille de bundle, et ce qui nous permet en fait de dire voilà, moi sur la prod je veux que mon bundle complet il dépasse pas 3 MO, et en fait le jour où ça le dépasse, en fait les pipelines de CI ils sautent, et du coup là on va se poser la question de ok, pourquoi est-ce que maintenant on dépasse les 3 MO sur le bundle, c'est pas normal. Et du coup à partir de là, du coup on va peut-être essayer d'enlever des librairies, notamment des choses comme ça, quoi. Ok, d'accord. J'insiste, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme Cédric nous l'a posé, Adrien pourra vous y répondre avec plaisir. Alors Adrien, aujourd'hui j'ai encore une question, toujours sur les actions à mettre en place. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me citer 2 grosses actions que Citron va mettre en place pour réduire son empreinte carbone sur son application? Alors nous, ce qu'on aimerait faire, en fait, moi, il y a un espèce de... Alors nous, en termes de fonctionnement, rapidement, nous chez Citron, on a un espèce de... En fait, on a un framework qu'on a mis en place qui s'appelle le pool framework, où en fait, l'idée, c'est d'avoir des ressources dans une pool qui gère le run pendant que pendant que les autres équipes bossent sur des projets ou des fonctionnalités à part. Donc en gros, ça va permettre de se concentrer sur les fonctionnalités, et du coup, dans la pool, on va gérer tout ce qui va être refacto, tout ce qui va être bug, tout ce qui va être, on va dire, avancement notamment de la sécurité, de choses comme ça. Et donc, dans ce système-là, on va avoir plusieurs casquettes. On va avoir des bug fixers, on va avoir des personnes qui vont faire du refacto, des personnes qui vont préparer des specs avec l'équipe produit sur la partie technique. Et dans cette optique-là,
il y a une casquette qui n'existe pas encore, je pense, et qui va être, à mon avis, qui va arriver aussi sûrement dans d'autres boîtes. C'est ce qu'on va appeler, comme il y a eu les DevOps qui sont arrivés après les DevSecOps, on va y avoir des espèces une sorte de GreenOps, ce que j'appellerais un GreenOps, qui est responsable en fait de se dire ok, aujourd'hui, j'alloue, par exemple, je vais passer ma semaine en gros à auditer, donc ça va faire, par exemple, la cartographie dont je parlais tout à l'heure, ça va faire partie de ces tâches-là, et du coup, c'est de mettre en place des tâches de amélioration du code qui permettent du coup de réduire l'impact environnemental. Aujourd'hui, c'est pas en place, mais pour moi, ça va être le gros changement qui va permettre aussi d'avancer là-dessus, parce que effectivement, c'est comme si je prends un exemple concret. Par rapport à la sécurité, par exemple, voilà, tout système a potentiellement des risques, etc. Et en fait, en connaissance de ces risques, tant qu'en fait, on essaye de se protéger au maximum, mais il y a des choses où en fait on en est conscient, mais on ne va pas les faire tout de suite parce que pas forcément concerné. Mais le fait qu'il y ait une personne qui soit responsable de ça, je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence et ce qui fait avancer les choses, c'est qu'il y ait une personne qui soit motrice là-dessus. Et le deuxième truc, c'était... j'en avais parlé avec un de mes devs, c'était un peu comme il y a le Cleanup Day sur la planète. En gros, c'est de faire un espèce de clean-up code où en fait c'est d'aller un peu à la chasse aux ressources orphelines, d'aller réduire les bundles en enlevant notamment des librairies qui sont peut-être utilisées qu'une fois à un certain endroit pour des mauvaises raisons. Ça va être notamment réduire en fait les alors du coup ça va dans le skill product, mais c'est faire en gros un état des lieux des fonctionnalités et dire ok, cette fonctionnalité là on l'enlève parce qu'en fait elle n'est pas forcément très beaucoup utilisée, etc. Voilà, donc c'est les deux trucs en gros qu'on va mettre en place, je pense, à partir de l'année prochaine pour justement aller dans ce sens là. Ok, d'accord. Et justement, comment toi tu travailles avec les parties prenantes un peu pour les sensibiliser aux avantages de l'utilisation de pratiques de développement logiciel plus écologiques? Je parle vraiment plus d'actions humaines mises en place, c'est-à-dire vraiment sur ces sujets-là. Comment est-ce que vous faites et quelles sont les actions? Au quotidien, donc nous, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, à part en gros faire des revues de conception où en fait d'aller poser vraiment les questions de pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça, etc. Donc vraiment de pousser un peu la réflexion au maximum pour être sûr qu'on ne fait pas des choses en trop ou des choses trop complexes. Moi, je dirais que c'est ça l'action principale qu'on a aujourd'hui pour réduire notre empreinte carbone, c'est en gros réduire la complexité sur la conception. Et du coup, a fortiori, dans les développements par la suite. Ok, ça marche. On a encore une question qui vient de pop-up de la part de Yoann Le Sueur. Merci Yoann pour toutes ces questions. Alors la question c'est, chez Citron, comment décidez-vous d'installer une librairie? À partir de pourcentage d'utilisation des fonctionnalités ou passer plus de temps à trouver des librairies spécialisées et recoder? Nous principalement le travail qu'on fait sur Clib, alors pour prendre la décision, nous là si je prends le dernier exemple que j'ai en tête, c'était sur la validation. Donc en gros, nous sur les API, on met de la validation en place forcément au niveau des interfaces, et on va avoir plusieurs librairies comme Zod, Yoop, etc. Et donc ça, en fait, nous, ce qu'on crée, en fait, on crée un ADR où on dit aujourd'hui, en fait, en validation, en fait, on utilise parmi les microservices, on n'utilise pas toujours le même système de validation, etc. Donc il y a une personne qui est en charge, en gros, d'aller regarder ces librairies-là, de voir en gros ce que ça représente en termes de performance, en termes de taille aussi, de complexité, et par rapport à ça la personne va du coup présenter les différentes librairies et va dire ok, à partir de maintenant on va utiliser, donc nous là ce qu'on a décidé c'est d'utiliser Zod par exemple pour la validation, et du coup une fois que ce choix là est défini, en gros on fait un travail de refacto du coup sur les différents microservices pour mettre en place cette librairie là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Johan. Alors, il y a sûrement le temps que ça arrive, le temps que ça pop. Alors, on a une autre question qui vient de popper de la part de Cédric. Merci Cédric encore pour cette question. Est-ce qu'il ne faut plutôt pas former ses équipes aux bonnes pratiques green au lieu de créer une team dédiée? Si, l'idée,
C'est dingue, du coup, l'idée, c'est pas d'avoir une équipe qui fait que du green et les autres, ils font que du, que du sale, on va dire, entre guillemets. Non, l'idée, effectivement, c'est qu'il faut former tout le monde. Enfin, ces bonnes pratiques-là, il faut les écrire. Mais en gros, quand je disais une équipe dédiée, c'est plus une équipe qui est responsable de faire avancer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, cette équipe-là, pour moi, la personne qui va être en charge qui va être Green Ops pendant un moment, c'est du coup de mettre en place des chantiers que les équipes vont prendre au fil des développements. Ça veut dire que pour moi, le premier chantier, ça va être, par exemple, définir justement ces bonnes pratiques-là, les écrire sur papier à partir de maintenant, par exemple, par exemple, si le système de caching, par exemple, s'il n'est pas utilisé sur tous les microservices où il y a un problème dessus, en fait, c'est je fais une phase d'audit, je cartographie en fait le manque qu'il y a là-dessus, et en gros, c'est de dire voilà, en termes de caching, à partir de maintenant, on met ça en place sur soit les différents microservices, soit que sur le front en fonction de là où on veut le mettre en place. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir des personnes qui font avancer ces chantiers-là. Parce que c'est des choses aujourd'hui, on ne va pas se le cacher non plus, hein. On est dans une société où en fait on est à la course à la performance, etc. Et du coup, c'est pas forcément la priorité pour tout le monde. Enfin, au sein d'une entreprise, c'est pas du coup forcément la même priorité pour tout le monde. Après, nous, l'avantage qu'on a chez Citron, c'est qu'on bosse dans l'efficacité énergétique et c'est quand même un sujet en gros qui est partagé par l'intégralité des collaborateurs. Donc, c'est quand même un argument qui est plutôt moteur. Ok, top. On a Julien qui vient de débarquer dans la Grid Interview. Bonjour Justin, qui nous pose une question. Je n'étais pas là au début. Utilisez-vous un outil pour détecter les mauvaises pratiques au niveau du CI Sonar, par exemple? Petit clin d'œil du coup pour le SonarCube de EcoCode. SonarCube, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait principalement, en fait, on se base principalement sur les reviews, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend vraiment beaucoup de temps sur la review. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'a pas de système automatisé de review et du coup, en fait, on prend plus de temps du coup sur la review à faire du pair reviewing, etc. Donc voilà. Mais c'est prévu de mettre en place des outils qui permettent d'automatiser tout ça, ouais, ou de faciliter. Ok, top, ça marche. Alors justement, il y a des gens qui viennent de nous rejoindre. Voilà, on va un peu répéter peut-être une question. Aujourd'hui, quelles sont, on va dire, tes 3 recommandations? On va encore se répéter, mais c'est pour les gens qui viennent d'arriver. Quelles sont tes recommandations? 3 recommandations pour permettre aux développeurs de mieux développer et avoir une approche plus éco-responsable. Ok, du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est sur la partie conception, ça va être la partie keys, donc keep it simple. En gros, de ne pas faire des usines à gaz quand il n'y en a pas besoin. Le dry, du coup, don't repeat yourself. Donc, être capable de modulariser son code pour, en gros, le réutiliser. Et ensuite, c'était le fail fast coding, qui est en fait le fait de juste... en gros, dans son code, c'est d'arrêter le traitement le plus rapidement possible en cas d'erreur ou en cas d'échec. Donc, en gros, c'est raisonner de manière, en gros, fail fast dans le code. D'accord, ok. Merci beaucoup encore, Adrien. Et aujourd'hui, comment les entreprises, justement, elles peuvent encourager leurs employés à adopter des pratiques de développement de logiciels plus écologiques? Dans les bonnes pratiques, clairement, dans les entreprises, en fait, c'est pour ça que je disais que ça se recoupe beaucoup, mais en fait, normalement, un bon développeur est censé utiliser, pour moi, un bon développeur, il est censé utiliser uniquement les ressources dont il a besoin. Donc, en fait, c'est pas surdimensionner les choses. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que je reviendrai dessus, mais un exemple, c'est il y a des entreprises, par exemple, qui vont se dire, OK, je vais réduire mon empreinte en réduisant notamment la capacité de mes serveurs. Donc, en gros, on va prendre un serveur plus petit, OK. Du coup, l'empreinte carbone est certes réduite au niveau de ce serveur-là, mais en fait, et c'est pour ça que c'est très dur à mesurer. Mais par exemple, quand on a un serveur qui est sous-dimensionné, du coup, et qu'on a 10 000 utilisateurs qui vont se connecter dessus, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le client, en fait, il va avoir un temps de réponse qui est augmenté, et en fait, du coup, ça compute quand même côté client. Et du coup, au final, on a l'impression d'avoir réduit son empreinte carbone, alors que c'est faux. Parce qu'en fait, on est juste sous-dimensionné par rapport à la capacité. Et du coup, le bon dimensionnement, pour moi, c'est très important. Et c'est pour ça que nous, notamment sur nos microservices, en fait, on a de l'autoscaling qui se base sur principalement l'utilisation de CPU, sur certains microservices aussi mémoire. Mais dans l'idée, le bon dimensionnement, ça permet vraiment
de réduire son empreinte carbone, mais sur toute la chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, toute la chaîne, elle est très compliquée à mesurer, mais du coup, ouais, avoir un client qui est en attente de réponse, en fait, c'est un client qui est en train de, qui fait il a un callback qui attend, etc. Et du coup, il a la boucle en gros sur son browser qui tourne. Et du coup, ce compute-là, en fait, il est quand même, pour moi, il rentre dans l'énergie dépensée pour pour récupérer un contenu, quoi. Ok. Et aujourd'hui, comment les gouvernements, justement, ils peuvent encourager ces entreprises à adopter des pratiques de développement de logiciels plus écologiques? Par exemple, quand je te dis ça, c'est peut-être sur des leviers économiques, des leviers sociaux. Est-ce que toi, tu as des idées par rapport à ça? Ouais, par rapport à la législation, nous, on bosse dans le secteur, donc il y a quand même le décret tertiaire là, qui est passé, qui oblige toutes les entreprises du coup, dans le secteur tertiaire à en gros déclarer leur consommation tous les ans, de prendre une année de référence. Donc ils vont prendre une année de référence entre du coup 2010 et 2020. Je crois que c'était repoussé peut-être à 2023 à cause du Covid. Et en fait, ces entreprises-là vont devoir, en fait, elles s'engagent à réduire leur impact écologique d'ici 2030, 2040, 2050, avec un objectif quand même de 40%, 50% et 60% pour ces années-là. Et si jamais cet objectif il n'est pas atteint, en fait, ces entreprises du coup se retrouvent à devoir payer des amendes par bâtiment et elles se retrouvent du coup sur un wall of shame où en fait elles vont être désignées comme mauvais élèves. Et donc ça, pour beaucoup d'entreprises, c'est pas acceptable. Et en fait, du coup, là, toutes les entreprises mettent en place des solutions. Donc, c'est à l'échelle de la gestion du bâtiment. Mais quelqu'un, par exemple, qui a des data centers dans son bâtiment, en fait, ça rentre dans cette consommation-là, du coup. Donc, voilà. Moi, je pense que ça va passer principalement, pour répondre à la question, pour moi, ça va passer principalement par des législations à l'échelle nationale et notamment européenne, voire mondiale. Mais voilà, après... Aujourd'hui, il y a des questions. J'ai vu passer un truc dans le monde où en fait le gouvernement se pose des questions sur en gros l'impact économique que peut avoir justement cette réduction. Et du coup, ça va forcément poser problème. Mais pour moi, le gouvernement doit passer par des lois et des décrets qui vont faire bouger les choses. Sinon, les entreprises ne bougeront pas. Ok, d'accord. Et est-ce que toi, tu vois un avantage économique justement de faire de l'éco-conception, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, moi, mon ressenti, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent oui, mais que si on fait de l'éco-conception, ça coûte trop cher. Moi, je suis pas forcément d'accord. Moi, je voulais ton avis par rapport à ça. Ouais, moi, je pense que en fait, quand on fait pas de l'éco-conception, au final, je pense que je dirais que c'est un peu par flemme, mais ça veut dire que... Alors moi je dis souvent, un bon dev est très flemmard, parce que du coup, il faut faire les trucs simplement, en fait. Il ne faut pas oversimple le truc et tout. Donc, c'est un peu paradoxal. Mais non, moi, je pense qu'effectivement, quand... je donne un exemple, et nous, on l'a déjà fait chez Citron, hein, on n'est pas des super bons élèves, etc. Nous, parfois, on a surdimensionné des choses parce qu'en fait, on avait besoin que ça passe à des moments où en fait, on va surdimensionner l'infra pour faire passer, par exemple, des grosses ingestions de données, des choses comme ça, et on n'avait pas besoin de toutes ces ressources-là. Donc, en fait, c'est plus déjà d'en être conscient et de vouloir le changer. C'est plus ça le truc qui est important. Et pour moi, ça coûte pas plus cher, en fait. C'est juste de le penser en amont. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment la phase de conception, la phase au niveau... et ça passe par le produit, en fait. Si le besoin, il est bien défini et qu'il est simple. Nous, aujourd'hui, chez Citron, par exemple, on a quand même 2 UX, en fait, qui prennent, en gros... vraiment le temps de penser le chemin utilisateur simplement. Et en fait, nous, derrière, côté tech, ça nous permet quand même de simplifier vachement les choses. Donc ça aide pas mal. Ok. Et j'embraye sur la dernière question du coup de cette interview. Et j'insiste encore une fois pour notre audience, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour qu'on puisse vous y répondre. Comment les utilisateurs, les users aujourd'hui, peuvent encourager les entreprises à adopter des pratiques de développement beaucoup plus écologiques? Donc vraiment, on va partir du client final. Attends, tu peux me la reformuler, Pas de souci. Je fais la reformule. En gros, comment les utilisateurs peuvent-ils encourager les entreprises à adopter des pratiques de développement de logiciels plus écologiques? Ok. Je t'avoue,
Par du feedback, par exemple, du feedback sur l'application. Bah, pour moi, ça passe, ça rejoint une question, je ne sais plus, qui a posé du coup sur les applications qui permettent en fait de mesurer l'impact carbone. Euh, pour moi, si on arrive un peu à avoir ce label-là en fait, d'avoir une notation, tu sais, un peu comme ce qu'on retrouve du coup en supermarché sur la nourriture. En gros, tu vas voir, ou les DPE par exemple, un, un logement qui consomme trop, par exemple, il est noté C ou D, etc. Et je pense qu'en fait, le fait d'avoir des outils qui permettent d'avoir ces notations-là, en gros, ça permettrait de se rendre compte, déjà pour l'utilisateur, quand il va sur un site, il se rend compte qu'il est sur un site, par exemple, qui est noté D en haut à droite. Et en fait, ça pousse le site à, du coup, faire de l'éco-conception. Moi, je pense que ça passe vraiment par là, par le côté sensibilisation, mais comme dans enfin, comme dans tout le reste de la société, en fait, où tant qu'on n'a pas de repères et de référentiels, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, en fait. Alors justement, en posant ça sur la table, justement, nous, on a fait un post du coup sur ça sur GoMine. En fait, maintenant, tu as un étiquetage européen qui te permet de noter de A à F, du coup, la performance écologique de ton site. Okay. Donc ça a été mis en place du coup par l'Union européenne. C'est en train d'être sorti. Donc on a fait un post dessus. D'ailleurs, j'invite ceux qui veulent nous suivre, on est à notre site, sur notre page LinkedIn. On fait beaucoup de posts à ce sujet. Alors, Yoann Le Sueur nous fait un petit commentaire. Dans les entreprises, priorité aux features et aux deadlines courtes. Encore une fois, faut avoir une volonté. C'est-à-dire que pour moi, c'est une question de mindset aussi et de se dire, OK, on développe, mais en fait, pour moi, le développement éco-responsable, il met pas plus de temps. C'est juste que si on définit les règles en amont, en fait, on n'a pas de travail à faire derrière. Donc, en gros, ça prend pas plus de temps. Donc, pour moi, c'est vraiment de mettre des règles en place et de les respecter au cours des développements. Et pour moi, ça n'impacte pas le développement à proprement parler, à part sur du dimensionnement. Encore une fois, il y a des choses où parfois, quand on a besoin d'aller vite, on est obligé de surdimensionner parce qu'en fait, on n'a pas encore optimisé les algos, etc. Là, par contre, effectivement, il faut être capable de se dire, OK, on dimensionne comme ça, par contre, on le réduit direct après. Mais c'est encore une fois une question de mindset, ça veut dire que après une fonctionnalité, en fait, il y a une phase de OK, les gars, ça, en gros, on n'a pas... on a fait du D en éco-conception, faut qu'on le passe au moins à B. Voilà. Mais c'est une question de règles aussi à définir dans le cadre du développement. Nous, aujourd'hui, c'est pour ça que l'année prochaine, là-dessus, on va vraiment essayer de mettre en place quelque chose qui nous permette de mesurer et ensuite, du coup, d'être capable de dire, OK, les gars, là, on a fait D, tout ce qui est en D, on essaie de le passer au moins en C pendant l'année. Sachant qu'effectivement, à un moment, il faut quand même livrer, il faut respecter les deadlines, etc. Et du coup, c'est juste de trouver le bon dosage entre les deux. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, moi, j'ai fini pour toutes ces questions. Adrien, je te remercie d'avoir été présent. Aujourd'hui, on va vous laisser 1 minute pour poser des questions. Vous avez 1 minute pour poser des questions sur le chat pour qu'on puisse vous y répondre, Adrien et moi-même. On vous laisse 1 minute. Puis après, sinon, après, on arrêtera la green interview. Déjà, merci beaucoup, Adrien, d'avoir répondu. Ça, c'est bien passé les questions. Ouais, merci. Ouais. Non, beaucoup, ouais, c'était. Je m'attendais à des questions un peu plus techniques, mais voilà. Après, c'est vrai que par rapport à, je sais pas qui nous regarde du coup, mais même si, je pense qu'il n'y a pas que des développeurs. Du coup, j'essaie quand même de rester pas trop, de rester un peu macro quand même. Mais non, en tout cas, ouais, merci à toi. C'était des questions ultra intéressantes et je pense que c'est un sujet vraiment qu'il faut pousser et c'est quelque chose. En gros, c'est l'enjeu en gros des 10 prochaines années et ça va passer par nous ingénieurs du coup qui développons du code et qui avons ça en tête, quoi. Totalement. J'espère aussi effectivement qu'il y aura aussi des labels et des certifications de dev un peu plus poussées que ce que propose Green IT. C'est super intéressant, mais sur des bonnes pratiques ou des outils autour du Green IT qui vont sortir. J'espère qu'il y aura des certifications nécessaires justement pour les développeurs aussi, pour qu'ils puissent aussi se trouver du boulot sur le marché, etc. Qu'il y ait aussi des Green Engineers. Et j'espère que ça... Et c'est surtout, en fait, moi je pense que le gap à passer là-dessus, ça va être surtout le coût de mise en place. C'est-à-dire qu'en fait, si le coût de mise en place de juste le monitoring est trop important, en fait, c'est déjà un frein. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut que ça vienne avec
des solutions, notamment peut-être des librairies que tu rajoutes sur tes différents services, des choses comme ça, genre un Prometheus Metrics qui te récupère l'équivalent CO2, des choses comme ça. Mais ça doit peut-être déjà exister, hein. En vrai on en parle, mais ça doit déjà exister. Ok. Ok, bon bah là on a encore des remerciements de la part de Johan. Moi je suis partant pour une prochaine interview accès technique. On a aussi Bastien qui nous met un merci, c'était très intéressant, ça permet de réfléchir davantage à comment mieux développer. Et j'insiste pour notre audience, Lina. Lina vous a partagé du coup notre social media manager un form, c'est très important pour nous pour améliorer notre green interview. On est en constante itération chez Gomind, on veut améliorer les choses, on veut aussi que l'audience soit satisfaite aussi de nos green interviews. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, à donner un maximum de feedback pour qu'on puisse vraiment que la prochaine soit encore meilleure qu'aujourd'hui. Et aussi, si vous souhaitez nous suivre autour de l'éco-conception, donc tous les lundis, on publie des posts. On a aussi ce qu'on appelle le Green Monday. On fait aussi des masterclass autour de l'éco-conception une fois par mois. Et on fait aussi ce qu'on appelle la Green Interview aujourd'hui qu'on a avec Adrien. Et j'embraye sur la prochaine qui sera aussi axée technique. On accueillera du coup Maxime Dubois qui va nous présenter, qui est membre d'EcoCode, qui va nous présenter le linter SonarCube pour EcoCode et pour mieux développer et plus écologique. Merci à tous et très bonne journée et bon appétit. Très bien. Au revoir. Merci à tous.